Voilà. Alors, j'ai un tout petit peu élargi quand même le cadre du topo, parce qu'autrement, si c'était juste parler des enfants, ça aurait été quand même extrêmement contraint. Mais donc voilà, je vais vous présenter globalement comment on prescrit les tests génétiques. Alors, je suis désolé pour les généticiens, ça ne va absolument rien vous apprendre, hein. Donc, là. Donc, je disais que pour les généticiens, ça ne vous apprendra absolument rien. Ça va là? Bon. Donc, voilà, les contextes de prescription des tests génétiques, ben, comme vous le savez, on va prescrire un test génétique soit à visée diagnostique, soit à visée de dépistage, hein, des apparentés sains. Voilà. Donc, quel est l'objectif globalement? Ben, globalement, ça va être d'éviter l'errance diagnostique. Hein, c'est un problème majeur en génétique. Plus on attend, plus ça va être difficile de prendre en charge un patient, plus il risque de faire des complications. Donc, il y a un bénéfice qui est toujours très grand à faire un diagnostic le plus précoce possible. Alors, c'est assez austère, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, le cadre légal, c'est extrêmement simple, hein, c'est les lois de bioéthique. La dernière révision, c'est 2021. Vous avez le lien en haut, là. Et il y a essentiellement 3 articles, hein, dans cette loi, le 14, le 15 et le 16, qui expliquent grosso modo comment on doit réaliser un test génétique à visée diagnostique ou à visée de dépistage présymptomatique. Donc, évidemment, alors, le cadre, déjà, il y a 2 conditions qui permettent de faire des tests génétiques. Soit à des fins médicales, soit à des fins de recherche scientifique. Voilà. Dans les 2 cas, il y aura un consentement à faire signer. Il y a des autorisations particulières à obtenir, évidemment, dans le cadre de la recherche. Mais dans tous les cas, la loi française se limite à ces 2 possibilités. Vous ne pouvez pas faire des tests génétiques récréatifs. Voilà. Trisomie ennemi, tout ça, normalement, on n'a pas le droit de le faire en France. Alors, le point central avant de réaliser le test, ça va être bien sûr d'obtenir le consentement d'un patient. Et pour obtenir ce consentement, il y a un certain nombre d'informations qui sont vraiment inscrites, hein, dans la loi, qui doivent être obtenues avant de pouvoir signer ce consentement. On reviendra sur ça un petit peu plus loin. Le point important aussi, c'est que le consentement est révocable à tout moment. Le patient, il peut changer d'avis. Le problème des personnes vulnérables, évidemment, il va falloir trouver la bonne personne, le bon interlocuteur pour obtenir le consentement. La difficulté avec les enfants, c'est qu'il faut arriver à trouver le bon moment pour pouvoir l'impliquer dans la décision. Hein. Évidemment, d'un point de vue strictement médico-légal, ce sont les tuteurs qui vont devoir signer le document. Mais quand vous avez en face de vous un enfant qui a 13 ou 14 ans, dans l'immense majorité des cas, il est parfaitement à même de comprendre ce qu'on lui propose. Voilà. On n'entend pas, c'est ça? Donc, quand vous avez un enfant, il vaut mieux quand même faire toujours signer aussi les 2 parents. Ça évite les dissensions. Et ensuite, n'oubliez pas qu'au moment du rendu, si c'est un des 2 parents qui a signé, vous ne pouvez rendre normalement qu'à ce parent-là. Au parent qui a signé le document. Autrement, l'autre parent, s'il souhaite recevoir le document, va devoir demander une autorisation au premier, c'est quand même un petit peu spécieux, quoi. Alors, depuis 2021, même si on le faisait avant, donc c'est les dernières lois de bioéthique, on peut réaliser aussi un test génétique chez un défunt à partir du moment où ce défunt n'a pas émis d'avis négatif, d'avis opposé de son vivant. Donc ça, c'est un vrai progrès quand même. Alors, si on va un petit peu plus dans le détail, quelles sont les informations qu'on doit fournir aux patients avant donc, de réaliser la signature de ce consentement? Donc il faut évidemment détailler ce qu'on sait sur la maladie, son caractère héréditaire, il va falloir expliquer le traitement, la prévention. Le point fondamental, ça va être les conséquences pour la famille à partir du moment où on a une maladie génétique. Et donc il y a des notions de génétique à transmettre aux patients pour qu'ils puissent en comprendre la nécessité. Ensuite, donc la finalité, hein, du test, est-ce que c'est de la recherche, est-ce que c'est à visée diagnostic clinique? Toujours, bien évidemment, insister sur la dimension, je vous l'ai dit, de la transmission. Hein. En cas de mutation identifiée, il va falloir faire une enquête familiale. En tout cas, c'est le moyen qui sera privilégié dans ce cas-là. Un point parfois important, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans ma carrière jusque-là, le droit de ne pas savoir. C'est-à-dire on peut lancer un test génétique, mais des patients qui acceptent de le faire au bénéfice de la famille, mais qui ne souhaitent pas personnellement en être informés des résultats. Donc voilà, j'ai vu ça dans des fibroses pulmonaires, des maladies pas très sympathiques, et effectivement, ça peut se comprendre parfois. N'oubliez pas aussi de rappeler que nous ne sommes pas tout puissants, même si on a des généticiennes moléculaires de haut vol, quelquefois on n'arrive pas à identifier les défauts moléculaires, ou en tout cas pas immédiatement, et ça peut nécessiter parfois plusieurs prélèvements avec, vous savez comme moi, on va prélever d'abord de l'ADN, après on va peut-être amener à prélever de l'ARN, voire des cellules vivantes, ça peut être nécessaire dans certains cas.
Ensuite, il faut ne pas oublier aussi d'informer sur les modalités du rendu et les délais. Les patients sont évidemment toujours assez surpris. Alors, on n'est plus à l'époque où c'était plusieurs années, mais les délais sont quand même relativement longs, ce n'est pas une glycémie. Alors, les deux contextes, on l'a déjà évoqué, hein, le diagnostic, on ne va pas revenir dessus, et la dimension donc chez les sujets asymptomatiques de dépistage. Alors, l'identification des porteurs sains, on pense immédiatement aux maladies récessives liées à l'X et les réarrangements chromosomiques équilibrés, mais dans les maladies dominantes avec des défauts de pénétrance importants, on a aussi du dépistage des asymptomatiques. Hein. Si on prend moi mes porphyries chez un mon cœur, l'immense majorité des patients porteurs de mutations sont asymptomatiques. Alors, il y a ces trois nuances-là qui sont... bon, j'avoue qu'on n'est pas... Enfin, auprès des patients, ça a peut-être une certaine importance, mais ce n'est pas facile à véhiculer. Hein. Examen présymptomatique de prédisposition ou de susceptibilité. Alors, il est vrai qu'avec les progrès de la génomique et les identifications de plus en plus de variants, dont la pénétrance ou l'importance, on avait encore ces discussions récemment avec une mutation MYH11 avec Pauline, si je me souviens bien, où on ne sait plus trop si on est dans la mutation qui va engendrer un risque de type mendélien ou pas. Ça devient un petit peu compliqué. En tout cas, présymptomatique, habituellement, c'est pour des pathologies où la pénétrance est proche de 100%. De prédisposition, bon, c'est une pénétrance qui est beaucoup plus faible. Les mutations MYBPC3 dans la cardiomyopathie hypertrophique, vous avez énormément de défauts de pénétrance. Et le polymorphisme, c'est encore un peu plus élusif. Alors, le prescripteur, c'est là où ça peut commencer un peu à fâcher. Bon, les médecins généticiens, les conseillers en génétique sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, ça pose des difficultés. Hein. Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de conseillers en génétique qui sont dans des services où il n'y a pas de généticien. Donc je ne sais pas s'il suffit d'avoir un généticien dans l'hôpital pour que toutes les conseillères soient couvertes, mais en tout cas, d'un point de vue médico-légal, ça devrait être comme cela. Enfin, il y a la situation où des praticiens non généticiens, qui est extrêmement fréquente, prescrivent des tests génétiques, même tout simplement de diagnostic. Et en théorie, pour pouvoir le faire, il faut être en relation avec une équipe de génétique clinique. Donc, vous avez un hôpital où il n'y a pas de généticien, vous faites des prescriptions, normalement, c'est hors la loi, quoi, il faut le savoir. Voilà. Alors, le point important, bien évidemment, quand on fait ce test, et là on rejoint la dimension familiale, c'est d'anticiper les résultats. C'est absolument fondamental, l'anticiper pour le patient et l'anticiper, bien sûr, pour la famille. Alors, il faut s'intéresser à ça au contexte familial. Hein. Il n'y a pas de famille où c'est un long fleuve tranquille, vous le savez. Les conséquences psychologiques, ça c'est quelque chose, on en reparlera un petit peu plus loin aussi, qui est fondamental, en particulier dans les maladies incurables. Et là, dépistage présymptomatique d'une maladie incurable, ça nécessite des précautions spécifiques. Donc, il y a le point fondamental aussi en maladie génétique, évidemment, c'est l'existence d'un projet parental. Il va falloir revenir sur les possibilités qui vont être associées à la découverte de la cause génétique d'une maladie, comment on va pouvoir l'envisager. C'est de plus en plus difficile, hein. Vous savez, on a tous des débats extrêmement nourris dans les CPDPN et en dehors des CPDPN sur les bonnes pratiques à cet égard. C'est évolutif. Il y a des travaux importants qui ont été faits, c'est le papier de Pauline par exemple pour le Marfan avec les relations génotype-phénotype, qui nous amènent actuellement à la consultation à avoir une réflexion qui n'est pas facile, hein, des variants qui sont associés par exemple des variants GAN-cysteine où on n'observe que des anomalies ophtalmologiques. Ça devient de plus en plus difficile d'aller vers un CPDPN avec ce type de variations génétiques, quoi. Donc on est assez mal à l'aise et les CPDPN le sont encore plus que nous. On nous a expliqué à Robert Debré, nos collègues de Robert Debré, que c'était le CAMR qui était le plus compétent sur le sujet, donc grosso modo c'était à nous d'émettre l'avis le plus pertinent, quoi, ce qui est quand même discutable. Alors, bon, dans certains cas, on peut être amené à proposer des examens clinico-biologiques en lieu et place du dépistage génétique. Bon, ça se fait quand même relativement peu, c'est quand même moins fiable. Il me semble quand même plus pertinent de pousser les patients à aller vers le diagnostic moléculaire quand il est possible, quoi. Alors, donc la prescription. La prescription, encore une fois, on ne revient pas sur tous les éléments, mais sur la dimension psychologique, j'ai plus de souris, voilà, la dimension psychologique, elle est vraiment essentielle. Il faut vraiment anticiper l'impact de la découverte d'une maladie génétique chez des patients. Ça peut faire complètement virer psychologiquement certains sujets. Il y a des éléments de paranoïa qui peuvent ressurgir, de filiation aberrante. Enfin, ça devient extrêmement compliqué parfois.
Je ne vais pas vous rentrer des anecdotes parce que je suis bavard et je n'ai pas le temps, mais j'en aurai beaucoup à vous raconter, parfois assez tristes. Alors, en ce qui concerne les mineurs, vous savez sans doute qu'on ne peut pas prescrire un test chez un mineur s'il n'y a pas un bénéfice direct pour le mineur. Alors là, c'est quelque chose qui est délicat. Si on prend l'exemple de la consultation Marfan, nous, on a prescrit, on a décidé que c'était à partir de l'âge de 4 ans parce qu'on propose aux patients à ce moment-là la mise en place d'un traitement bêta-bloquant, donc il y a une action. Mais bon, voilà, c'est un peu arbitraire. Ça nous est arrivé de faire plus tôt quand le stress des parents est tel qu'il va devenir préjudiciable et qu'il vaut mieux quand même faire le test génétique plutôt que de laisser une ambiance extrêmement délétère se développer dans la famille, quoi. Donc ça, c'est un point assez délicat, mais que les parents comprennent souvent un peu difficilement. Non. Donc, l'article 15 en particulier de la loi de bioéthique de 2021 insiste sur cette dimension familiale, avec la nécessité, donc, à partir du moment où ça, il faut vraiment expliquer aux patients comment se transmet une maladie génétique, parce que ce sont des notions qui sont vraiment difficiles et qui nécessitent vraiment d'être expliquées, quoi. Voilà, j'ai presque fini. Donc, qui informe la famille? C'est évidemment le prescripteur qui va devoir... le prescripteur. Qui informe la famille? C'est le patient lui-même qui doit informer la famille sur les indications du prescripteur. Et si le patient ne souhaite pas le faire lui-même, il est censé donner les adresses, le moyen de joindre les membres de la famille pour pouvoir le faire à la place du prescripteur. C'est un des rares cas de rupture du secret médical qui est possible, même si, quand c'est nous qui contactons les patients, nous ne précisons pas le nom, bien évidemment, du cas index. Voilà. Et voilà, il y a le problème du don de gamètes auquel il faut parfois penser. Donc il faut toujours penser à poser la question s'il n'y a pas eu un don de gamètes qui a été réalisé par le patient que vous recevez. La communication, elle doit être faite par le médecin prescripteur. Elle n'est pas faite par le laboratoire directement. Il faut envisager, dans le document qui sera remis au patient, il y a 2 documents. Il y a le résultat qui doit être remis au patient et un document de synthèse qui doit intégrer les conséquences pour l'individu et pour la famille et les modalités d'information qui vont être proposées dans ce cas-là. Les 3 éléments sont médico-légaux. Il faut que ce soit le temps. Donc, encore une fois, il ne faut pas oublier en cas de don de gamètes. Et puis, n'oubliez pas que s'il s'agit d'un dépistage présymptomatique, il va falloir faire une 2e détermination. Alors nous, au Marfan, on considère quand on a une détermination clinique et une détermination moléculaire que ça suffit, mais je ne suis pas sûr qu'on soit complètement dans les clous de la loi. Voilà, le prescripteur, on en a déjà parlé. Les personnes mineures, on l'a déjà dit, il faut qu'il y ait ce bénéfice direct pour le patient, autrement on ne peut pas le faire. Et en cas, voilà, c'est la dernière chose que je vais vous dire, en cas de maladie grave sans option thérapeutique, là, il y a des règles de prescription qui sont spécifiques, qui nécessitent un temps de réflexion. Bien évidemment, la consultation avec le psychologue, là, elle n'est pas du tout facultative, et il faut un temps de réflexion qui a une certaine proportionnalité avec la gravité de la maladie, quoi.